Accord américano-soviétique sur la suppression des missiles nucléaires en Europe, la France et l'Allemagne se retrouvent en première ligne et doivent s'unir, déclarent le chancelier Kohl et Jacques Chirac. Chance et malchance pour un jeune homme de 23 ans inculpé de viol, reconnu par ses victimes avant qu'on arrête le vrai coupable, son sosie. Boulder motocycliste, 24 heures de course pour départager les 4 grandes écuries japonaises qui pour la première fois depuis longtemps sont opposées dans la même course. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a l'actualité avec un grand A, celle qui entrera peut-être un jour dans l'histoire. C'est le cas aujourd'hui de l'accord de principe entre soviétiques et américains pour supprimer une partie de leurs engins nucléaires. Nous allons y venir tout de suite. Mais avant cela, une autre actualité que l'on appelle parfois un peu péjorativement fait divers, mais qui pour celui qui en est l'acteur peut avoir des conséquences dramatiques. À l'appui, cet exemple. Dans la banlieue parisienne, pendant plus de 3 semaines, un jeune homme de 23 ans a été inculpé de viol de 3 jeunes femmes. Et tout était contre lui, car les 3 victimes l'avaient reconnu. Heureusement pour lui, l'enquête s'est poursuivie et les policiers ont fini par retrouver le vrai coupable, son sosie. Enquête de Pascal Deschamps et Claude Lucas. Un visage qui accuse, même cicatrice, même signe particulier que ceux décrits par les victimes. Pendant 3 semaines, aux yeux de l'opinion, il était le violeur, le monstre, le bourreau. Pendant 3 semaines, personne ne l'a cru. Parce que moi là-dedans, j'avais rien à voir là-dedans. Je me trouvais à Dieppe ce jour-là, quand cette histoire s'est passée là. Alors, bon, vous vous êtes retrouvé en prison. Est-ce que vous avez eu peur d'y rester? Ah bah oui, quand même. Si j'aurais pas retrouvé le gars là, ou le machin, le véhicule, j'aurais peut-être resté. J'aurais peut-être passé au cours d'assises. Vis-à-vis des gars au chantier, hein, tout le monde me regardait plus ou moins, je me parlais même peu, il y en avait. Hein. Ils me prenaient pour... Pour le père d'un violeur. Voilà, c'est ça. Même ma femme, hein. Dans les magasins, on est habité, hein. Quand même, c'est des petites communes comme ça, vous savez, on en est vite connus. Hein. C'est dur d'oublier, je suis d'accord avec vous, avec ce que vous avez vécu à Bois d'Arcy pendant 3 semaines, l'isolement... Heureusement, un élément essentiel manquait au dossier, la camionnette dans laquelle le viol avait été commis. Lorsque les gendarmes l'ont retrouvé, ils se sont aperçus que le conducteur du véhicule ressemblait lui aussi étrangement au portrait robot. Ça veut dire qu'avant d'accuser quelqu'un, il faut prendre le temps de la réflexion et il faut donner aussi aux victimes le temps de la réflexion parce que malheureusement ces 3 jeunes personnes ont subi des violences extrêmement graves et je pense qu'elles ne pouvaient pas, je le répète, sereinement désigner leur agresseur sans prendre un risque et le risque a été pris. Le nouveau suspect a avoué. Il a remplacé dès jeudi Pascal dans sa cellule. Ce dernier a fêté hier ses 23 ans. Libre, il risquait 10 ans de prison. États-Unis et Union soviétique ont donc signé hier un accord de principe visant à démanteler leur arsenal de missiles nucléaires à moyenne portée installés en Europe. Quelle que soit la polémique que cela engendre déjà aux États-Unis, où des hommes comme M. Kissinger, l'ancien secrétaire d'État, se montrent très réticents, ceux qui sont concernés finalement au premier chef, eh bien, ce sont bien entendu les Européens. Car c'est notre sécurité qui est en jeu. Bien sûr, on ne peut pas contester formellement un accord allant vers la paix. Mais on peut se montrer prudent, comme l'a fait le Premier ministre français, M. Chirac. En effet, une fois les missiles américains partis, l'Europe de l'Ouest, avec les seules puissances nucléaires françaises et britanniques, reste face à une imposante armée conventionnelle russe et de l'ensemble des pays de l'Est. Jean-Marc Idous. Une fois appliqué l'accord soviéto-américain, tous les missiles nucléaires moyens de 500 à 5000 km auront disparu. Premier pas jugé encourageant, même si arithmétiquement, il reste bien symbolique. 1700 ogives en moins, comparé aux 24 000 qu'emportent les super missiles intercontinentaux des super grands et qui, eux, sont toujours là. Mais surtout, font remarquer les critiques de l'accord, la disparition de ces armes américaines rend moins automatique la garantie nucléaire américaine en Europe. En cas d'attaque à l'est de l'Europe, les États-Unis n'hésiteront-ils pas à engager leurs supermissiles et à exposer de rechef leur propre territoire au feu nucléaire soviétique? Et dans ces conditions, les Soviétiques ne seront-ils pas tentés de faire jouer leur immense supériorité en matière d'armes conventionnelles?
Enfin, dernière inquiétude des adversaires de l'accord, qu'il rende à terme possible la remise en cause des forces de frappe françaises et britanniques qui, aujourd'hui, ne sont pas concernées par le marché conclu entre Moscou et Washington. Cet accord en Europe avec l'Union soviétique, entre les États-Unis et l'Union soviétique, n'empêche pas les Américains de s'engager plus avant dans la protection de leur territoire. Le ministère de la Défense, le Pentagone américain, vient de donner son feu vert, en effet, à plusieurs programmes de guerre des étoiles, de la guerre des étoiles, c'est-à-dire la mise en place d'un bouclier antinucléaire au-dessus du continent nord-américain. C'est dans ce contexte que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, rencontrait aujourd'hui le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Kohl, à Ludwigsburg, en Allemagne fédérale, à l'occasion du 25e anniversaire de la création des échanges entre jeunes des deux pays. Occasion idéale, s'il en est, pour les deux hommes d'appeler à une entente encore plus étroite entre les deux pays, qui, selon la propre expression de M. Helmut Kohl, deviennent le noyau dur de l'Europe de l'Ouest. Philippe Rochaud. C'est dans ce château, en septembre 62, que le général de Gaulle demandait à la jeunesse allemande de vivre déjà la solidarité franco-allemande. 25 ans après, Helmut Kohl et Jacques Chirac, devant quelques 10 000 jeunes franco-allemands, demandent que cette solidarité s'exerce dans tous les domaines et surtout la défense, à l'heure où l'on parle du retrait des missiles nucléaires à moyenne portée, et où l'armée française et l'armée allemande, avec 80 000 soldats, vont manœuvrer ensemble sur le territoire allemand. Je sais, a dit le chancelier Kohl, qu'il y a ici des soldats français, qu'ils sont aussi présents sur notre territoire avec les soldats allemands et qu'ils assurent notre liberté. Or, ce qui nous est commun, c'est l'engagement pour la défense de la liberté, c'est notre intérêt à tous. Jacques Chirac devait quant à lui reprendre le thème de la brigade franco-allemande. Des brigades franco-allemandes pour notre défense, oui. Mais pourquoi pas des brigades franco-allemandes de volontaires de la coopération? Nul ne peut dire aujourd'hui, à l'Est, rien de nouveau. Nul ne devrait pouvoir dire demain, au Sud, rien de nouveau. Nous sommes, vous et nous, à la charnière de toutes ces grandes ouvertures. La coopération franco-allemande en matière de défense sera mise à l'épreuve dès lundi avec les plus grandes manœuvres jamais entreprises par les deux pays. Les hasards de l'actualité ont donc donné à cette réunion anniversaire entre les jeunes Français et Allemands un retentissement international. Mais l'objet premier de ce rassemblement restait la commémoration du 25e anniversaire donc de l'appel du général de Gaulle aux jeunesses allemandes et françaises. Philippe Rochaud. Pour cette grande fête franco-allemande, ils étaient venus de toutes les régions de France et d'Allemagne, des lycées et des instituts franco-allemands, des établissements jumelés. Certains étaient les fils ou les filles de parents français et allemands. Ils n'avaient guère entendu parler du discours du général de Gaulle de 62, mais ils étaient tous là pour témoigner que la jeunesse des deux pays devait oublier le passé. Je pense que c'est important pour nous parce qu'on est une autre génération, donc c'est important. Et ça rappelle peut-être aussi l'amitié entre la France et l'Allemagne qui est devenue très importante de nos jours. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça montre qu'il n'y a plus de limites entre les pays. C'est déjà un grand pas pour la CE. Et ça montre qu'on n'est plus... on n'a plus aucune rancune, rien du tout. Et vous avez beaucoup de relations avec les lycées allemands? Oui, on fait des jumelages entre deux collèges. À Stuttgart. Est-ce que tu avais entendu parler de l'appel du général de Gaulle? Bah oui, oui. C'était en juillet. Est-ce que tu vas souvent en Allemagne? Oui, bah, comme on habite près de la frontière, on va souvent à Kiel, à Fribourg, Baden-Baden. Vous avez tous des correspondants allemands? On va commencer cette année. À avoir des correspondants. Oui, en marge de cette réunion, messieurs Kohl et Chirac ont mis un terme provisoire, du moins, à une polémique européenne. Ils sont tous les deux d'accord pour que Strasbourg reste le siège de l'Assemblée européenne. Fin du voyage de Jean-Paul II aux États-Unis, à Détroit, la capitale de l'automobile en crise, l'occasion pour le Saint-Père d'évoquer la justice sociale et aussi de rencontrer plusieurs milliers de ses compatriotes polonais. Éric Jean. À Détroit, un habitant sur deux est d'origine polonaise, un chiffre qui explique sans doute l'accueil très chaleureux réservé ici au Saint-Père.
Dans une ville durement touchée par la crise économique, le message du pape sur la justice sociale a été très applaudi. Véritable quartier de Pologne, en plein cœur des États-Unis, Détroit aurait été l'état préféré du pape. Il était là comme chez lui. Devant cette foule où flottent côte à côte les banderoles de Solidarnosc et les drapeaux polonais, il s'est écrié. Le nom de l'avenir de l'homme, le nom de l'espoir de l'humanité se dit aujourd'hui solidarité. Ce soir, le pape prend l'avion pour le Canada où il rencontrera les Indiens de Fort Simpson. Des milliers d'entre eux sont partis depuis plusieurs jours parfois, à pied, en canoë ou en avion, et ont dressé leur tente autour de ce tipi géant d'où le pape s'adressera à ceux de ses fidèles qui l'appellent Yatita, mot à mot, le père de tous les pères. En bref, à l'étranger, le conflit du Golfe, les Irakiens affirment avoir détruit dans un raid aérien la station de pompage qui alimente Téhéran en produits pétroliers. Les Iraniens, de leur côté, annoncent avoir bombardé plusieurs villes frontières côté irakien. Et puis un avion basé sur un porte-avions américain s'est écrasé dans la mer d'Oman au cours d'un exercice de nuit. Et en marge de ce conflit, le président du Parlement iranien réaffirme dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique que l'actuelle majorité au pouvoir en France avait envoyé une personnalité à Téhéran quelques semaines avant les élections de mars 86. Personnalité qui aurait souhaité que le règlement de l'affaire des otages français au Liban soit reporté après la date du scrutin. Et le président du Parlement iranien affirme avoir des preuves de cette démarche. Situation toujours extrêmement tendue aux Philippines, vous allez le voir. Un leader de la gauche a été assassiné au volant de sa voiture dans la banlieue de Manille. Au moment de sa mort, M. Alejandro sortait d'une conférence de presse au cours de laquelle il avait annoncé une manifestation antigouvernementale pour lundi prochain. La politique française maintenant, avec la fête bleu-blanc-rouge du Front National au Bourget, dans la banlieue parisienne. L'occasion de sonder les réactions des militants aux propos de M. Le Pen sur les camps de concentration, suivi de ses précisions plus ou moins embarrassées hier. Pascal Guigny. Sous la protection, salutaire il est vrai, du service d'ordre du Front National, les journalistes s'efforcent de faire leur métier, c'est-à-dire tout bonnement de poser des questions. Ça se passe très bien, à part quelques échauffements, mais... Échauffement, le mot est juste. Jamais le fossé n'a été aussi large entre les militants et la presse. La base a bien retenu la leçon, Jean-Marie Le Pen qualifiant la solution finale de point de détail historique, un simple malentendu. Tout homme politique peut dire des conneries, il est en illustre compagnie. J'ai eu une grande partie de ma famille qui est morte à Auschwitz. Je ne me permettrais pas d'être avec M. Le Pen si je croyais que je déshonorais ses morts. Il n'est pas antisémite, nous ne sommes pas antisémites, absolument pas. Il s'est expliqué sur le mot point de détail, mais vous pensez qu'on l'a mal compris à dessein? Voilà, c'est ça, oui. On a mal compris. Beaucoup de gens ont interprété le point de détail parce que les journalistes ont fait la fine bouche en prenant une formule que Le Pen a expliqué très bien après et que vous n'avez même pas transmis intégralement le discours de Le Pen. Ça, c'est encore une manque de gécurité. Vous savez, je ne suis pas paranoïaque. Il n'y a pas un complot, il y a une opposition contre Jean-Marie Le Pen. Le complot, Jean-Marie Le Pen, lui, y croit, dur comme fer. Citation, un petit nombre de journalistes peu scrupuleux semblent plus soucieux de filmer des provocateurs que de vrais militants. Difficile parfois de faire la distinction. Caméraman bousculé, casque de preneur de son arraché. Incident isolé, en tout cas, qu'on le veuille ou non, la fête des Bleus-Blancs-Rouges prenait un peu ce soir des allures de règlement de compte. Entrée triomphale aux accents du chœur des esclaves hébreux tiré du Nabucco de Verdi. Demain, Jean-Marie Le Pen prononcera son grand discours de rentrée. Charles Dumont l'aura précédé sur scène. Charles Dumont, parolier d'Édith Piaf, auteur entre autres d'une chanson « Non, je ne regrette rien ». Un sondage IFOP pour le compte du journal du dimanche à paraître demain. Cote à la hausse pour François Mitterrand, 56% de satisfaits contre 52% au mois d'août. 43% de satisfaits pour M. Chirac contre 35% au mois d'août, en augmentation donc lui aussi. Et puis cette dépêche qui est tombée vers 19h53, juste avant le journal donc,
Le parquet général requiert la mise en liberté d'Yves Chalier. Yves Chalier, c'est le seul inculpé de l'affaire du Carrefour du Développement, ce scandale politico-financier qui soit encore en prison. Le parquet général a demandé cette mise en liberté en raison de la dégradation récente et rapide de l'état de santé de M. Chalier, qui avait, vous le savez, souvenez-vous, entrepris plusieurs grèves de la faim. Un exploit technique en Belgique que je vous présente en forme de question. À votre avis, combien de temps faut-il pour mettre en place un pont sur la Meuse? Regardez, réponse de Geneviève Moll. Combien de temps faut-il pour jeter un pont de 16 000 tonnes, long de 300 mètres, au-dessus de la Meuse? Combien dites-vous? Un an. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine. Nos amis belges ont mis un jour, aujourd'hui. Cela s'est passé à Bénahin, entre Liège et Huy. Regardez, toutes les 20 minutes, le pont s'est déplacé de 6 mètres. Il a été guidé par des instruments de mesure au laser, gérés par des ordinateurs, et voilà le résultat. Et puis regardez encore la structure du pont. Le tablier, fabriqué sur place, n'est soutenu que par un seul pilier. Nos ingénieurs, si performants en matière de travaux publics, n'ont pas encore fait mieux. Le ministre belge des Travaux publics, Louis Olivier, avait de quoi être fier de la technologie wallonne. Eh bien voilà, tout a bien marché, madame, croyez bien que je suis le plus content. Il y a des entreprises françaises qui ont déjà pensé à 1992, date à laquelle n'importe quelle société, vous le savez, pourra s'installer là où elle le voudra à l'intérieur de la communauté européenne des 12, des 14 aujourd'hui. Gare au Nord, c'est le nom de cette entreprise. Il s'agit du plus grand centre de stockage de marchandises et de transit installé à la sortie nord de Paris. Une entreprise qui marche puisqu'elle vient d'entrer en bourse sur ce qu'il est convenu d'appeler le second marché. Françoise Joly. En route pour la France et l'Europe, 12 000 camions transitent chaque jour par Gare au Nord. Un complexe presque unique dans la CE avec ses 330 000 m² d'entrepôts. Depuis 20 ans, Gare au Nord met à la disposition des transporteurs et des industriels des infrastructures de transit, de stockage et de distribution. 272 entreprises louent ces services. Plus de la moitié sont des transporteurs. Dans la perspective du grand marché européen de 92, Gare au Nord constitue un véritable carrefour de communication et d'échange. Une opportunité pour les transporteurs français. Le fait d'être installé à Gare au Nord présente au moins deux avantages importants. Tout d'abord, nous y rencontrons beaucoup d'entreprises étrangères qui sont déjà installées et qui peuvent être des modèles. Deuxièmement, la concentration des transporteurs sur Gare au Nord permet une certaine émulation, si j'ose dire, et une marche en avant relativement rapide pour que nous soyons prêts à temps, car 92, ce n'est quand même que dans 4 ans. Des bénéfices multipliés par 5 en 5 ans, Gare au Nord tourne pratiquement à pleine capacité. Elle vend même son savoir-faire. Son bureau d'ingénierie a conçu une quinzaine de sites identiques en France, près d'une dizaine à l'étranger. Ça peut s'expliquer un petit peu comme disons, comme une chaîne d'hôtels, des hôtels pour marchandises. Alors il est évident que nos clients sont des clients qui ont une stature européenne et il faudra bien les suivre au-delà de 92 dans leur développement, ce qui veut dire que les maillons qui sont opérationnels aujourd'hui, il faudra en faire d'autres, tant en Espagne qu'en Allemagne qu'en Italie. Reste à financer ces projets, une des solutions, l'introduction de Gare au Nord au second marché, réalisée le 15 septembre dernier. En bref, les faits divers, collision aérienne en Haute-Vienne. 2 Mirages de l'armée de l'air belge se sont heurtés en plein vol. L'un des 2 pilotes est parvenu à se poser, mais l'autre est mort dans l'explosion de son appareil au sol. Les 2 appareils participaient à un meeting aérien. Et puis cette dépêche qui nous vient d'Évreux, un poids lourd qui a dérapé sur la terrasse d'une auberge. 3 morts dans la traversée d'Évreux dans l'heure. Je n'ai pas d'autre indication pour l'instant. Sport, c'est parti pour 24 heures au bol d'or motocycliste du Castellet, avec pour la première fois depuis longtemps, depuis 8 ans je crois, les 4 grandes écuries japonaises sur la même ligne de départ. Thierry Blanco. 15 heures, 78 équipages à l'assaut du 51e bol d'or. 24 heures pour la plus belle course d'endurance du monde. Un match passionnant avec ses favoris bien sûr. Honda, l'expérience avec la Japoto numéro 1 confiée à Coudray, Hubin et Vieira. Honda en force sur la numéro 2, le vainqueur de l'an dernier, Dominique Sarron, associé à Battistini et Mattioli.
Pour Suzuki, le titre de champion du monde d'endurance est déjà acquis. Moineau-le Bihan, ce serait une victoire pour le prestige, objectif assuré pour terminer. Kawasaki ou le grand retour, dernière victoire au bol 1982. 2 motos officielles préparées par Georges Gaudier, à suivre la numéro 7 confiée à Samin, Boll et Krin. Outsider, second l'année dernière, une seule moto officielle Yamaha. Pole position, la numéro 6 de Christian Saron, Ruggia et Igoa a pris la tête après 14 tours. Nous avons terminé l'année dernière 2e, nous sommes ici évidemment comme tous les autres pour gagner, mais aussi pour tester notre technologie et de la développer. Yamaha sur la première marche du podium, ce serait un événement. Réponse demain à 15 h, c'est la loi de l'endurance. La Formule 1 maintenant, Grand Prix du Portugal demain avec une voiture inattendue en première position sur la ligne de départ, la Ferrari de l'Autrichien Berger. Prost s'est bien classé en deuxième ligne derrière Nigel Mansell. Francis Maroto. La Formule 1 change de formule. Grand Prix du Portugal sur le circuit d'Estoril près de Lisbonne et première pole position pour l'Autrichien Gerhard Berger au volant de la Ferrari. 2 ans qu'une Ferrari n'avait pas roulé à ce niveau. Berger signe le meilleur temps des essais devant le Britannique Nigel Mansell qui perd ainsi quelque peu ses bonnes habitudes de pilote le plus rapide aux essais. Mais la surprise également, c'est le 3e temps réussi par Alain Prost qui semble ainsi enfin retrouver sur ce circuit une voiture plus fiable. Ce qui nous a beaucoup handicapé cette année, c'est les problèmes de fiabilité, aussi bien pendant les courses que pendant les essais privés, qui nous ont empêché de développer la voiture. Et là, on a prouvé aujourd'hui, avec 2 jours d'essais après Monza, qu'on a développé uniquement sur le plan de réglage de voiture. On a beaucoup progressé et la voiture est parfaite ici, mais le moteur, même en qualification, c'est pas encore le fin du fin. Et puis, image du jour, ou plutôt frayeur du jour, pour le futur partenaire d'Alain Prost, le Brésilien Ayrton Senna. Senna roule la mécanique, joue les casseurs, résultat, moteur en feu. Moteur en travers pour Théo Fabi et la Benetton qui dérape. Voilà, détour maintenant par le 22 avenue Montaigne pour un autre genre de sport, puisque 22 avenue Montaigne, c'est le titre de notre soirée ce soir sur Antenne 2. Nous retrouvons au rez-de-chaussée Jacques Chancel, notre studio étant lui au sous-sol. Jacques, le programme de la soirée. Alors Daniel, on ne le croirait pas, mais nous sommes vraiment dans la cour. Et cette cour a été transformée par Michel Milcan et les décorateurs d'Antenne 2. Et vous voyez, c'est devenu, je ne dirais pas une guinguette, mais c'est devenu un endroit où l'on peut vraiment fêter les vendanges. Car ce soir, ce sont les vendanges, puisque nous sommes au commencement de l'automne. Alors si vous le voulez, je peux vous donner un peu du programme de la soirée. Nous partirons pour le pavillon Gabriel, où Michel Drucker nous attend pour un Champs-Élysées particulier. Ce sera la rénovation complète, puisque c'est la nouvelle salle du pavillon Gabriel. Ensuite, deuxième grand événement, et je dirais même première mondiale, ce sera l'ouverture du théâtre des Champs-Élysées, créé en 1913, complètement rénové à l'identique, avec vraiment un décor tout à fait formidable. Et puis nous irons comme ça jusqu'à minuit avec l'Orchestre National. C'est une émission qui sera présentée par Ève Ruggieri, l'Orchestre National dirigé par Georges Prêtre, avec Mady Mesplé, avec le très grand pianiste Georges Belette, avec Brigitte Enguerrer, avec Barbara Hendricks, enfin tout un programme, et puis l'histoire du théâtre. Puis vers minuit, nous serons avec Patrice Blanc-Francard, et ce seront les Enfants du Rock avec un spécial Quincy Jones, le très grand musicien. Et puis nous reviendrons ici... Daniel, nous reviendrons dans notre petite serre, enfin, où il y a des raisins déjà accrochés, des raisins qui sentent bon, d'ailleurs qui sont bons. Et là, nous passerons toute une nuit, enfin jusqu'à 3 h du matin, et nous essaierons de voir quelle est la moisson, ou quelle est la semence. Et nous aurons avec nous la littérature, le théâtre, la musique, le musical. Enfin, nous essaierons de comprendre comment se présente l'automne, et puis ce sera convivial, puisque nous sommes chez nous, ici, 22 avenue Montaigne, c'est-à-dire sur Antenne 2. Merci Jacques, Daniel. à tout de suite. Les résultats du tiercé maintenant, avant les pronostics. On va voir les résultats du tiercé de cet après-midi qui vont s'inscrire sur l'écran. Voici donc les résultats de cet après-midi. Il fallait jouer le 2, le 5 et le 4. Et vous voyez ce que ça vous rapporte dans l'ordre, 808 francs 50 et 149 francs dans un ordre différent. Les pronostics pour demain maintenant, Pierrette. Oui, il se court à Longchamp, ce tiercé écarté plus demain, mais je voulais vous informer, vous le savez certainement, que dans 15 jours, eh bien, ce sera le prix de l'Arc de Triomphe. Alors en attendant, demain après-midi, les 2 épreuves principales de cette réunion de Longchamp seront le prix Prince d'Orange, la dernière épreuve préparatoire pour les chevaux qui vont courir l'Arc, et le prix de la Salamandre, qui est une course classique réservée aux poulains de 2 ans. Quant au tiercé qui se court dans le prix de Dangu, eh bien, il n'a réuni qu'un
un lot assez pauvre, aussi bien en quantité qu'en qualité. Ce tiercé a été parrainé par notre confrère Paris Turf. Il se courra sur une longue distance, 3300 mètres. Il s'agit d'une course à handicap réservée aux chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils seront en effet peu nombreux à participer à cette épreuve puisque 16 concurrents seulement s'aligneront au départ. Précisons que demain le terrain sera léger, à Longchamp, et pour vous aider à choisir les chevaux qui seront sélectionnés pour votre tiercé, eh bien voici maintenant le pronostic que je vous ai préparé. Avec en tête Baliduke, le numéro 8, Newsduds, le 6, Churchlip, le numéro 15, Jafar, le 9, Valdajol, le numéro 12, Ladanum, le 1, Blood and Thunders, le 5, et Calistine, le numéro 14. Alors notez bien leurs numéros, 8, 6, 15, 9, 12, 1, 5 et 14. Voilà, merci Pierre et tes vérifications des pronostics demain soir au moment des résultats. Laurent Cabrol, si je peux me permettre une réflexion un peu vulgaire, il en fait un drôle de plat quand même. Hein. Pourquoi? Parce que chaud, hein. Chaud, bien oui. Nous allons hisser les voiles demain. Tenez, le voile nuageux. Vous savez, quand on met un couvercle sur une marmite, eh bien la chaleur est bien conservée. Quand on met un voile nuageux sur une France bien ensoleillée, la chaleur est également bien conservée. Vous regardez la photo satellite et vous voyez que toute la journée d'aujourd'hui, nous avons eu ce voile nuageux qui a traversé la France. Voilà, et maintenant il est en train de nous quitter, il va se désagréger avec la fraîcheur de la nuit. Et demain, nous allons retrouver ce même voile nuageux. Regardez la carte du temps que je vous propose pour la journée de demain, avec des nuages qui seront un peu plus menaçants, mais quand même, ils ne vont pas, vous voyez, mon petit crayon est en train de se promener, ils ne vont pas entrer sur la France, ils seront menaçants essentiellement sur l'Atlantique. Et puis, partout ailleurs, nous aurons donc une alternance de nuages et d'éclaircies. Nous gardons quand même pas mal de soleil ici, sur les régions donc du sud-est, parce que l'anticyclone, c'est là, dans ces régions, que l'anticyclone est le plus costaud. Une petite parenthèse, pour quand même parler de ce qui se passe du côté de Marseille, où les nuages bas, les nuages brume marine arrivent depuis 3-4 jours en masse et la pollution est en train de s'accentuer dans la zone de Marseille. Mais enfin, pas d'inquiétude, je pense que tout cela va se dissiper dans les 2 jours qui viennent. Voilà les températures maintenant pour la journée de demain. Très rapidement, ces températures, vous voyez qu'elles sont dans l'ordre entre 22 et 32 sur la moitié nord et entre 32 et 37 degrés sur la moitié sud. Et il fera 27 degrés, où ici, là, tenez, là, voilà, du côté de Mortagne-au-Perche, exactement à Bizou. C'est dans l'Orne, c'est une commune qui existe, s'appelle Bizou. Et le bisou, nous le donnerons à tous les Davis, puisque demain, nous fêterons les Davis. Voilà. Merci Laurent. Il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est que le dernier journal vous sera présenté tout à l'heure en fin de programme par Véronique Auger. Quant à nous, si vous le voulez bien, on se retrouve demain à 13h. En attendant, excellente soirée sur Antenne 2, bien sûr. Bonsoir, à demain midi.